Bienvenue à notre Wednesday Whispers pour ce mois-ci. Et ce mois-ci, je voulais vraiment inviter cette amie Alia Homme qui m'accompagne un peu en parallèle depuis quelques années. On est toutes les deux professeurs de yoga, professeurs de plusieurs choses, maman, entrepreneuse. Et donc, on partage beaucoup de points communs. Et comme vous savez, je suis toujours à la recherche d'harmonie, toujours à la recherche de la souveraineté de la femme, de la puissance et aussi de la douceur de la femme, l'entrepreneuse spirituelle, cette harmonie qu'on peut créer là-dedans. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur quelque chose de très spécifique côté femme, et c'est le bassin féminin, bassin de la femme. Alia, bonjour ma chérie. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir sur ton Wednesday Whispers. Et le Wednesday Whisper, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps sur Instagram. Donc, tous les Wednesday Whispers de 3 ans sont toujours sur ma page Instagram. Je crois même que tu as fait un Wednesday Whispers avec moi à un moment donné. Oui, Et tout à fait. donc, vous pouvez les retrouver là. Mais là, on est dans une nouvelle phase de transition avec Wednesday Whispers et je l'ai mis sur ma page YouTube parce que je trouve que c'est peut-être même un peu plus détendu. On a un peu plus de peut-être de temps. Le visuel est différent, l'ambiance est différente. Donc, j'ai envie de variété. Et ce sujet du bassin féminin, donc je vais te laisser présenter ton idée de ça, Alia. Et après, on va voyager à travers les différentes phases de la vie d'une femme et la connexion ou le ressenti avec cet endroit mythique et mystique du corps de la femme. Donc, Alia, dis-nous dans tes mots à toi, comment tu vois déjà cette phrase bassin féminin ou bassin de la femme et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est une super question pour commencer. Ça m'a tout de suite renvoyé au jour où j'ai vu un bassin osseux féminin et un bassin osseux masculin. Mmh. Parce qu'il y a OK. une grande différence, déjà. Évidemment, entre l'homme et la femme, on a une différence physiologique, euh, donc hormonale, voilà, voilà, dont on est conscient, hein, j'imagine, mais c'est vrai que lorsque l'on voit un bassin osseux masculin qui est beaucoup plus étroit que le bassin osseux d'une femme, et bien voilà, ça a laissé une empreinte. Parce pour moi, ça a Et vraiment, tu veux dire heu en squelette? Tu veux dire en un os, en squelette, structure de ouais, squelette? ouais, 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 un d'accord. squelette. Alors, on travaille avec des moulages, hein, en général en Occident. C'est vrai que là, j'ai vu des vrais squelettes, en Inde surtout avec un professeur américain. C'est un peu spécial, mais voilà, j'avais fait des travaux aux États-Unis aussi avec, de dissection. Enfin, je dissectais pas moi un corps humain, mais Gil Hedley, qui est connu pour ça aux États-Unis, fait de l'anatomie justement et il filme, des dissections, pour expliquer le corps humain. Donc quand on est passionné comme moi d'anatomie humaine, on passe par là à un moment. Bon, c'était il y a longtemps, je ne sais pas si là je voilà, je pense que j'ai passé un peu tout ça, mais au départ, pour moi, j'avais besoin vraiment de comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Et donc déjà, cette structure est différente. Donc ça, c'est important. On on pense que, alors le bassin déjà le corps humain, il évolue. Il évolue toute notre vie, hein. On est bébé, on grandit, on devient enfant, adolescent, jeune adulte, voilà et puis après, bah, on a nos années aussi, nos phases de femmes, donc peut-être qu'on va avoir des enfants, donc on va connaître la grossesse, l'accouchement, la reconstruction en postnatal et puis nos années, de maternité, c'est-à-dire à s'occuper de petits enfants, à les porter, à se baisser, à faire des actions dans la journée où on n'est pas forcément conscient de nos mouvements et de notre corps et puis le corps continue de changer, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris dans notre vie et cetera et tout d'un coup, on arrive à un moment, on est en périménopause et là, on est là: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Et voilà et je n'ai pas parlé évidemment des règles, de l'adolescence
Mais Donc on a les premières effectivement, donc règles. le corps et le bassin féminin Mmh. subit entre guillemets, hein, je mets bien les trucs Ouais, autour, mais ouais, ouais. subit beaucoup plus de changements et d'évolutions que le bassin masculin. Exactement. Alors le bassin masculin a aussi, des choses, hein, c'est-à-dire que, il est beaucoup plus fermé. En Occident, on va voir que beaucoup plus d'hommes vont avoir des problèmes de dos, de Mmh. hanches, Mmh. qu'en Asie, par exemple. Et puis arrive à un moment, parce que nous, on a la ménopause, mais nos chéris, les On hommes, le hein, ménopause. ah ouais, on l'andropause et surtout, ils ont une prostate, d'accord? Mmh. Qui est une petite glande et on va voir, je vais vous expliquer aussi, mais le bassin a besoin de vie. Il a besoin on a une pression sur le bassin tous les jours depuis notre né enfin depuis le moment où on se met debout lorsque l'on est enfant, petit enfant et on a une pression sur le bassin qui est tout le temps présente. Donc il faut faire des exercices pour soulager cette pression. Notamment, ce que l'on fait nous dans le yoga, on va faire des inversions. Ça va donner de la vie dans le bassin parce que du coup, ça va pouvoir bouger dans le bassin. Sinon, toute notre vie, notre bassin, nos organes sont comprimés. On pousse, on pousse, on pousse. Et d'ailleurs, on se rend compte de choses, par exemple, des descentes d'organes. Hein, quand on va, alors, Mmh. avant des descentes d'organes, on va avoir par exemple des fuites urinaires. On peut, quand on rigole, quand on éternue, quand on tousse, quand on danse, après un accouchement, peut-être ou pas, hein, pas obligé non plus que ça arrive après un accouchement. Je vais aussi vous en parler, mais on peut avoir, par exemple, des petites gouttes, d'urine dans la culotte et on se dit: Mmh. «Mince, qu'est-ce qui m'arrive, quoi?» Mais un bassin, enfin des muscles, hypertoniques dans le bassin peuvent aussi causer des fuites urinaires. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bassin est si, méconnu finalement? Avant tout, il faut savoir que le bassin, c'est notre maison, c'est notre Mmh. home, c'est là où on s'ancre. Avant de s'ancrer à la terre, on s'ancre d'abord dans notre bassin. C'est Mmh. super important d'être présent dans notre bassin et ça, on ne nous l'apprend Mmh. pas dans notre société. On s'assoit Alors pas sur du des tout et chaises. je suis désolée, je voulais juste sauter sur ce point-là parce que je pense que ça, c'est super important. Le nombre de femmes, surtout des femmes un peu plus âgées, mais pas que, hein, j'ai eu aussi des femmes dans mes cours de yoga, mes formations, très jeunes, qui n'avaient aucune connexion, connaissance, présence de leur bassin et aussi tous les organes, utérus, ovaires, ventre, toute cette partie-là, on va dire cette zone du bas du corps et du ventre, c'est comme si elles ont zappé. C'est comme s'il y avait des jambes qui arrivaient dans les hanches et après ça repartait au cœur, quelque part. Et c'est comme si, Exactement. ouais, il y a une grosse vide. Alors certaines, évidemment, c'est parce qu'il y a eu, évidemment, je dis, mais bon, il y a eu des viols, des atteintes sexuelles, des choses de la vie qui ont fait que effectivement, elles ont bloqué un peu. Mais dans la plupart des cas, j'ai trouvé c'était pas du tout relié à quelque chose de catastrophique ou à une attaque extérieure. C'était tout simplement elles ne voulaient pas prendre conscience de cette partie de leur corps. Peut-être à cause des règles quand elles étaient jeunes, peu importe. Mais est-ce que ça, c'est ton expérience aussi? Alors déjà, c'est mon expérience de vie parce Ah, que j'ai, personnellement, alors, moi je n'ai pas eu de je n'ai rien vécu de traumatisant au niveau de mon bassin, hein, de mon plancher pelvien, de mes organes, j'ai eu un accident de planche à voile quand j'avais 12 ans. Je suis tombée les jambes écartées autour du mât de la voile, donc ça fait mal. sympa, sympa, Première connexion finalement à cette partie de mon corps, si un je peu peux dire ça ainsi. radical. Ouais, très radical pour le coup. Mais d'ailleurs ça a amené mes règles, hein. C'était tellement un choc. Tu m'étonnes. C'était voilà, j'ai eu un bleu en fait, hein, donc obligée de ressentir cette partie-là. Non, alors, par mon expérience, parce que personnellement, voilà, moi j'ai 47 ans, je suis née à Paris, voilà, d'une famille, un papa, musulman, une maman, catholique, mais non pratiquants les 2 et l'aînée d'une famille et j'ai été à l'école donc j'habitais rue de Courcelles, j'allais à l'école, voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Paris jusqu'à mes 18 ans, dans le 17e et
jamais on ne m'a parlé de mon bassin ou de mes organes. Un petit peu à l'école, mais vraiment très peu finalement, peut-être à travers les organes des souris. Système reproducteur, OK, mais c'était tellement loin de ce que je vivais alors que tout l'appareil était finalement en moi. Il faut savoir qu'avec les recherches donc que j'ai faites depuis, hein, parce qu'évidemment je ne suis pas née avec tout ce savoir sur le bassin, j'ai appris. J'ai appris, j'ai ressenti et je n'ai pas bloqué l'énergie et la connaissance parce qu'à mes premières règles, bah, j'ai subi mes premières règles. C'est-à-dire que ma maman m'avait expliqué, voilà, et en plus de ça, j'étais très, 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 très timide et réservée. Donc mes premières règles, j'avais peur de le dire à ma maman alors qu'elle attendait sûrement que ça. D'ailleurs, j'ai eu cette gifle, je ne sais pas si tu as vu Mentalo, le film, où, quand la jeune fille dit à sa maman, Mentalo. Elle dit: «Maman, j'ai mes règles» et elle lui donne une gifle. C'est parce que dans la coutume, on donnait une gifle, mais en fait, c'est quand j'ai fait des recherches là-dessus, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais c'est ridicule. C'est ridicule de donner une gifle parce que, une jeune fille a ses règles, C'est voilà, c'est horrible, mais oui, quelle c'est pour le mauvais violence! œil et cetera. Bon, moi, c'était Ouais, autre chose, c'était carrément autre chose. C'était parce que, voilà, j'avais caché et cetera. Bon, je ne justifie pas du tout cette gifle, mais bon. Anyway, donc déjà, on me pose dans une situation où j'ai honte. Voilà, je suis déjà une enfant timide et réservée et ça, déjà j'ai ouais. honte de ce saignement. Il faut savoir que dans la société, on nous a coupés, et je mets ma main ici parce que c'est relié à nos cordes vocales, on nous a coupés de cette partie sacrée de notre bassin, tout simplement. On l'a appelée en France la partie honteuse, le pays où on Mmh. a découvert finalement avec l'Italie, l'anatomie, où on a été disséquer des corps pour comprendre le fonctionnement du corps humain, eh bien, on a coupé la femme de la partie la plus fondatrice de son être, son Mmh. bassin et tout ce qu'il contient, d'accord? Parce que le corps de la femme, alors là, je fais le lien, vous pourrez aller voir sur mon site l'article que j'ai écrit sur le clitoris, mais on nous a parce que nos organes sont internes, le sexe Mmh. masculin est externe. Alors je fais un truc comme ça, mais c'est externe, donc on le voit. Donc voilà, ils peuvent en être fiers, hein, il est extérieur. Nous, tout est intérieur. Donc c'est la face cachée. Et Ouais. évidemment, comme vous saviez, patriarcat, et cetera. Donc on ne va pas parler de tout ça. La femme, son sexe, il est fait pour se reproduire, c'est des Mmh. organes reproducteurs et c'est tout, pas de plaisir. Le clitoris, les filles, on l'a quand même, c'est une femme, une, australienne, grâce à des, IRM, on dit en français? Oui. Oui, je crois, ouais, 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 ouais. Elle a Des examinations, découvert tu veux? Ouais, ouais. Ouais, Mmh. elle a découvert et c'est à travers, le coït sur les rats elle a découvert sur les rats le clitoris humain, quoi. Après avec le coït et cetera, homme-femme, elle a pu voir, mais on a découvert le clitoris. Enfin ça, c'est complètement fou. Je veux dire, on ne savait pas avant 1998 à quoi ressemblait un clitoris. Sur les planches d'anatomie, le clitoris, c'était un petit haricot, c'est tout. Et Mmh. cette Mmh. partie-là du corps, et bien même Freud disait: «C'est une partie, voilà, c'est pas il y a une partie, jouissance vaginale, clitoridienne, mes savoirs, ah Mmh. les parents, les machins, les trucs», mais finalement on nous a coupés de notre anatomie. Donc là, on remet et j'adore, vivre dans ce moment, de vie, dans cette époque puisque, déjà, grâce à mon travail, j'arrive à créer le lien entre, le travail la pratique ancestrale du yoga et cette découverte, anatomique, de soins occidentales grâce aux moyens qu'on a aujourd'hui et mêler les 2 et en Mmh. plus aujourd'hui l'Inde est en pleine effervescence aussi donc il se passe plein de choses. Mmh. Donc il y a science et en même temps, je suis en un émerveillement devant tous ces yogis, les rishis qui découvraient déjà des choses sans avoir fait, non plus de dissection ou quoi que ce soit, mais qui Mmh. comprenaient finalement le corps humain. En Ayurveda, c'est assez hallucinant, hein. Donc anyway, pour tout vous dire, donc cette partie, déjà dans notre société, elle a été coupée, on a été coupés, hein. Société judéo-chrétienne, on parle pas.
de notre sexe, Non, on on parle parle pas pas de de notre ça, c'est sexualité reproductif et d'ailleurs, et si c'est la femme tout. ne peut pas reproduire, elle est presque considérée comme une non-femme, presque Tout rejetée. à fait. Je Oui, oui. je voulais rajouter aussi et c'est pas du tout la faute de ma maman ni ma grand-mère, avec qui je m'entends très, très bien, mais elles sont d'une autre génération, donc c'est pas du tout leur faute parce que ça a été, heu, mis dans leur éducation et leurs mots et leur, approche et cetera. Mais plusieurs choses. Je me rappelle que, hem, mes règles, ma maman pense qu'elle m'a expliqué, mais je sais pertinemment qu'elle n'a jamais eu la conversation, en fait, avec moi. Mais j'ai laissé tomber de lui dire: «Mais maman, tu me l'as jamais dit, en fait». «Si, si, 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 si». Donc dans sa tête, elle l'a fait, mais je pense qu'elle l'a jamais fait et elle veut pas reconnaître ce fait. C'est pas grave parce que j'avais plein de copines, qui avaient les règles et cetera, qui m'expliquaient ça. Par contre, une chose qui est vraiment restée avec moi, des règles, il fallait pas en parler, c'était «sale» entre guillemets et il fallait presque trouver un autre vocabulaire pour expliquer les règles. Alors moi, j'ai Les presque Anglaises, hein, 54 on ans, débarquait. les Anglaises, et puis j'ai presque Les 54 ans ragnagnas. maintenant. J'ai vécu mon enfance en Angleterre jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'âge de 23-24 ans à peu près. Après, j'étais vraiment plus, non, non, un peu plus tard, pardon. J'ai voyagé un peu plus, mais j'ai quitté mon pays vers 28 ans. Mais bon, c'est un pays qui est un peu pudique aussi, mais bon, les règles, on n'en parlait pas. Par contre, l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que c'est la honte au niveau du ventre. Hein, donc tout cet endroit ici, j'ai des souvenirs de ma maman en colère parce qu'elle avait pris du ventre, parce qu'elle avait pris du poids, parce que c'était vraiment et puis c'était toujours autour du ventre pour elle, tu vois? Elle avait une super taille fine quand elle était jeune et elle a une sorte de forme de poire, je dirais, ou pomme, je ne sais pas comment on dit ça, poire peut-être, parce que ça rentre ici, mais elle a quand même des hanches. Moi, je suis up and down, tu vois, donc hyper carré. Mais elle avait cette honte autour de son ventre et c'est rentré dans mes mœurs et mon vocabulaire de jeune fille et d'adolescente. Et moi, j'étais très grosse à l'école, en tant qu'adolescente et j'ai perdu du poids à l'âge de 16-17 ans finalement pour revenir un peu à la normale. C'est une question de santé aussi, je voulais le faire, hein, mais j'ai quand même pris beaucoup, beaucoup de poids à toute cette période où j'étais en pleine découverte de moi et j'avais honte de ça, Alia, tu vois? Donc je voulais pas du tout transmettre ça à mes 2 filles. Je crois que j'ai fait un peu, mais j'ai vraiment essayé quand même de ne pas le faire. Mais surtout pas autour des règles. J'ai jamais eu la vocabulaire de ma grand-mère ou de ma maman autour de ça. Donc j'ai vraiment fait attention Oui, à honorer cette partie de notre corps. C'est oui, oui. super important C'est d'avoir un super vrai important. langage et une vraie conversation sur ça. Tout à fait et il y a 2 choses qui me viennent quand tu dis ça. Alors il y a déjà, le fait, personnellement, ce que je me souviens après mon premier accouchement, alors moi j'ai toujours eu du ventre, j'ai toujours eu un ventre, voilà, et après mon premier accouchement, je ne sais plus quel prof aux Éta je crois que j'étais avec, Rodney Yee et Colin Seidman, tu sais? Tu connais de Oui, 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 je oui. vivais dans les Hamptons et je pratiquais dans le studio, de Colin Seidman et qui a repris avec lui quand ils se sont rencontrés et donc et du coup, je me rappelle donc je venais d'accoucher de Nalou, mon premier, donc il y a 18 ans et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, «Il faut faire attention à cette fuite énergétique. Il y a une fuite énergétique après l'accouchement». Je me suis rendu compte et j'en ai parlé justement avec Céline Chadla du Mois d'Or il y a pas très longtemps, que j'avais touché mon ventre. Pendant des mois et des mois, j'avais touché mon ventre, le caresser, l'aimer, lui apporter de l'énergie, de l'amour et cetera. Mon bébé était dans mon ventre. J'accouche et là, mon ventre devient, une poche vide et je ne le touche plus. Je suis qu'avec mon bébé et cetera et je me suis remise à me toucher le ventre en fait, à me dire: «Mais voilà, c'est beau le ventre,
c'est beau, c'est mon ventre et il a porté un bébé et cetera et je pense que ça déjà, après l'accouchement, on n'aide pas les femmes à revenir, dans leur ventre. Alors ça, c'était pour le ventre, hein, parce que bon, il y a Mmh. plein de choses qu'on pourrait dire, mais je sais que pour la femme, après l'accouchement, c'est quand même difficile, hein et surtout qu'on a l'idée qu'il faut tout de suite reperdre ce ventre et alors que Ah! le Ouais! focus, c'est pas Non, ça, mais c'est n'importe il y a quoi, tellement de choses n'importe avant ouais. et Ouais, ouais, ouais. pour le langage des règles, alors, j'ai une fille, hein, Violette, qui a 13 ans et je suis très, très contente parce qu'elle a pas honte. Elle me dit: j'ai mes règles qui vont arriver. Oh maman, là, je suis vraiment énervée, hein, mais je sens, hein, de toute façon, je vais avoir mes règles. Enfin, du coup, elle a ce langage que j'ai et je sens pas cette honte que moi je portais, Ouais, que ouais. j'avais en moi et elle utilise des serviettes hygiéniques en tissu de chez Ecofam et je suis trop fière, elle va les laver dans une bassine. Elle a conscience du sang qu'elle perd, elle a conscience de ça. Bon, elle a des règles douloureuses, donc voilà, le travail là, il est là-dessus aussi. Mais vraiment, je suis contente pour elle qu'à 13 ans, elle vive déjà ça de cette manière-là. Cette Mmh. période qui est quand même importante parce qu'on saigne quand même, des années de notre vie. C'est pour quelque chose, ça veut dire que le système fonctionne bien, qu'on peut porter un enfant et ça, c'est pas rien, on devrait en être fier. Et dire le mot «règle» plutôt que de dire «ragnagna». Alors ragnagna, c'est sympa, mais on peut employer des mais dis quand ma fille me dit «règle», à chaque fois je Bah, suis là: déjà, moi, je n'arrive pas à dire ce mot. Étant anglaise, c'est très «Ouais». difficile de dire ce mot, donc je ne peux pas le dire. Donc, je dis règle. Mais je Ouais, voulais revenir sur le ventre un instant parce ouais. que quand j'ai eu Clémentine, qui est ma deuxième fille, on en parlait hors antenne vis-à-vis le fait qu'on tranche les années de notre vie avec les naissances et les âges de nos enfants, comme c'est comme ça qu'on on se rappelle. Mais quand j'ai accouché de Clémentine, j'avais de la prééclampsie. J'étais assez malade, mais je ne savais pas. Clémentine, pareil, elle était mal nourrie pendant les dernières 7 semaines de la grossesse. On ne le savait pas. Et du coup, elle est née minuscule comme un bébé prématuré, mais en fait, elle était à terme. Et moi, j'accouche et après je fais une hémorragie interne et je vois des anges, je me vois en dehors de la table en allant aux urgences pour enlever, cette, hémorragie qui ne cessait de grossir. Dans une autre époque, je serais morte là, sur la table. Je suis là maintenant, je peux en parler, mais quand j'ai quitté l'hôpital quelques jours quand même plus tard, évidemment, parce que ça a réussi, l'opération et cetera, j'avais toujours le ventre parce que, j'étais obligée de prendre des antibiotiques pour éviter toute infection. Hem, après, j'allaitais aussi, mais pendant 7 jours après, j'avais le ventre comme si j'étais enceinte. OK? Et ça faisait très drôle parce que je pouvais même pousser le ventre et ça rentrait parce qu'il y avait rien dedans évidemment, mais c'était resté comme ça. Il m'avait expliqué que ça risquait de rester parce que les antibiotiques ralentissaient la descente. Mais 2 fois après, avoir quitté l'hôpital, ça m'a fait très drôle de rentrer dans la pharmacie, par exemple. Mon bébé était dans la chaise à côté de moi et moi, j'avais un ventre comme si j'allais accoucher. Et la dame à la pharmacie, elle a fait un double tour comme ça et j'ai ressenti le besoin, le devoir de lui expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi j'avais toujours ce ventre. Bon, quelque part, il y avait une partie médicale. Mais plusieurs personnes après m'ont regardée sans le bébé ou je ne me rappelle plus, même j'avais une poussette ou je ne sais pas, en disant: «Waouh, tu as pas encore perdu le ventre?» Déjà, ça faisait 7 jours après l'accouchement ou 10 jours après l'accouchement et deuxièmement, j'ai failli mourir donc j'étais contente de ce ventre parce qu'au moins je pouvais le voir, le toucher et j'étais vivante, tu vois? Et Mais pour le soin et la guérison, il faut avant tout se revenir dans l'amour de soi. Ah, dans c'est l'amour de ça en soi, fait. mais ils te disent pas Avant ça du tout, mais hein, non, ils te disent pas mais non. tout ça, c'est pas dans tu sais quand ils t'apprennent à faire le bain, à faire, les couches, à prendre soin du bébé, ils devraient aussi avoir une petite leçon de amour pour soi,
massage à Alors moi, soi. je suis d'accord avec toi et j'espère qu'on évolue dans cette direction parce que les choses bougent un peu maintenant. Moi, je suis dans mon milieu, donc je vois juste ce qu'il y a finalement un peu autour de moi, mais j'espère et j'espère pour ma fille et mes futures belles-filles et mes amis, parce que j'ai 2 garçons aussi et heu et bien que ça bouge, qu'on le Ouais. travail que l'on fait, c'est on en parlait aussi, hors ligne, mais pour moi, en yoga thérapie et aussi à travers, ton école et bien, on travaille pour ramener dans la pratique, pour ramener dans la vie. La première question qu'on se pose en yo que l'on pose à notre patient ou notre élève en yoga thérapie, c'est: «Comment vous vous sentez?» Mmh. Comment vous vous sentez et où vous le sentez? Et on a des personnes qui sont complètement déconnectées de Mmh. leur corps, de leurs sensations Donc la parce réponse que, vient quoi? Du mental? La réponse va venir de là, quoi, instinctivement pour ces personnes-là? alors, dans ces cas-là, oui et en Mmh. plus, c'est pas des réponses qui sont claires puisqu'ils ont déjà fait il y a déjà le mental qui est déjà stimulé. Donc se chercher évidemment, chercher la compréhension, des excuses selon la personne que l'on a en face de nous et cetera, au lieu de revenir à la sensation dans le corps. Parce que parfois, bon, on peut même pas ressentir cette sensation parce qu'on est tellement coupé Mmh. énergétiquement de notre corps. Donc moi, mon travail, c'est de ramener les personnes dans leur corps, d'apaiser les aider à apaiser leur système nerveux, de le laisser s'organiser, se reposer et d'apaiser du coup leur mental. C'est le corps de mon travail, c'est l'objectif. Et pour alors du coup, excuse-moi, du coup, on en était par rapport parce qu'il y avait tellement de choses que je Il voulais y a dire. tellement de choses à dire. Si tu veux, je vais structurer une partie, mais après n'hésite Mmh, pas à revenir. Mais, mmh, mmh. hem, on parle de règles, on parle de Ah, ventre et cetera. On a touché sur l'accouchement, mais mmh. donc les phases les plus grandes, on va Alors, dire non, alors après l'accouchement, il est très l'accouchement, important. En bien sûr. fait, donc il y a ces premières règles. Donc déjà, c'est le moment, je pense, d'expliquer à nos enfants du monde, aussi bien aux garçons qu'aux filles, hein, heu, pourquoi les règles sont là. Voilà, Mmh, déjà la première chose, c'est pourquoi les règles arrivent et que ce n'est mmh, pas sale. Bien au contraire. Même si voilà, c'est le corps qui se nettoie aussi, hein, mais expliquer le pourquoi du comment. Donc moi, mon travail, c'est ça, j'explique le cycle menstruel. Ensuite, on a en plus aujourd'hui, la parole s'est libérée pour les femmes. On a des douleurs les femmes peuvent avoir les jeunes filles, les femmes peuvent avoir des douleurs de règles, mais qui sont à un point où qui est insupportable. Donc, ce n'est pas juste normal d'avoir mal à ce point-là et de devoir prendre des médicaments. Donc, qu'est-ce qui peut être fait justement dans le ressenti dans cette douleur? Heu, à mon niveau, évidemment, après il y a le niveau médical, mais moi, comment je peux aider? Et c'est déjà aider à revenir dans le corps, s'asseoir, revenir dans le bassin, prendre place. Le bassin, c'est ma maison. Le bassin, c'est la partie charnière du corps qui permet aux membres, supérieurs et aux membres, inférieurs de s'animer, donc de marcher, grâce au psoas, enfin voilà, on est reliés grâce à notre bassin. Donc on s'assoit, on va aux toilettes, on fait l'amour, on se reproduit et cetera, mais le bassin, du coup, on s'en occupe jamais. Le bassin, on peut le décongestionner, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, hem cette pression au niveau de nos organes, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, où on se met debout lorsque l'on est enfant, bébé, petit enfant et jusqu'à nos plus années, jusqu'à la fin de notre bassin, il est comprimé, mmh. complètement comprimé, c'est-à-dire, nos organes sont comprimés à l'intérieur. Il faut savoir qu'on a des sacs à l'intérieur de notre corps et quand je dis sac, on a tout un sac il y a un qui s'appelle le péritoine à l'intérieur de notre cavité abdominale et c'est une cavité qui est très lourde parce qu'elle contient tous nos boyaux, nos organes et cetera et c'est énorme ce sac et donc avec la pression tous les jours, de l'atmosphère, et bien on et de nos mouvements, on vient ce sac, il a un poids
Donc on a on a le poids justement atmosphérique, mais on a aussi le poids de ce sac dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce que l'on fait dans nos journées et donc par le yoga, on va venir alléger un petit peu et bien, et Blandine Calais-Germain parce que je dois citer Blandine, hein, Calais-Germain qui est professeure donc d'anatomie, mais à la base qui est professeure de danse, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a aussi une école et avec qui j'ai le plaisir, elle a accepté de faire les dessins d'un cahier à colorier du bassin féminin, donc que j'ai écrit et Blandine a fait les dessins pour ce cahier. Donc je vous tiendrai au courant, les choses avancent petit à petit. Je vous tiendrai au courant de la sortie de ce livre. En tout cas, Blandine a terminé les dessins et je la remercie pour tout cela. Avec Blandine, moi, j'ai appris énormément de choses sur le Mmh. corps humain parce qu'on est revenu déjà au niveau, elle nous amène dans le niveau osseux du bassin, au niveau des organes, comment sont placés les organes dans le corps, au niveau musculaire et du coup, ça m'a fait prendre conscience de ce que j'avais dans le corps et comme je le fais aussi aujourd'hui dans mon travail, grâce à des coloriages, grâce à des moulages que je peux tenir dans ma main. J'ai un clitoris qui doit traîner là, oui. J'ai des J'adore ça. clitoris J'ai un en clitoris qui 3D. doit traîner là. Voilà, donc ça, c'est un clitoris en érection, mais c'est important de pouvoir toucher, de ramener, d'amener aussi j'ai toujours plein de feutres avec moi partout, parce que je ramène de la couleur sur des planches anatomiques, parce que ça me fait comprendre ce que j'ai dans le corps. Alors je sais, c'est un cerveau, j'ai un cerveau occidental où je dois comprendre et cetera pour ramener dans mon corps. Mmh. Je suis comme ça. En tout cas, ça ne m'empêche pas aussi de me relier énergétiquement et dans la pratique avec un relâcher de mon mental qui est énorme. Mais je pense que cette fondation, ce cadre que je pose avec le travail que je viens de mentionner, eh bien, ça m'a aidé à me comprendre, tout simplement, à comprendre comment mon corps fonctionnait et comment j'étais faite. Et nos organes, enfin, je veux dire, qui peut placer son clitoris, sa vessie, le clitoris, il est à cheval sur le vagin, par exemple. Le vagin, c'est juste un tube, hein. Le vagin, c'est un tube. Après, on a l'utérus, mais le clitoris, il vient se placer à cheval sur le vagin. Voilà, il est placé comme ça dans le corps, le clitoris. Un peu incliné comme ça vers l'avant. Voilà. Heu, l'utérus, quelle a la forme de l'utérus, la taille qu'il fait, le rectum et que ces organes, ils fonctionnent ensemble Mmh. et c'est important de savoir tout ça, en fait. On va aux toilettes tous les Ouais, jours, ne pas savoir ouais. comment on fait pipi, caca, voilà, ne pas se comprendre même quand on fait l'amour. Quelle que Mmh. soit, notre sexualité, notre forme de sexualité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je connaissais pas du tout mon clitoris, et Mmh. quand j'osais même pas le toucher, mon clitoris quand j'étais plus jeune et quand on le touchait, j'éclatais de rire. Alors les choses ont beaucoup évolué depuis, mais J'imagine que ça peut faire un drôle d'effet, hein, sur la personne avec qui tu te trouves, mais je voudrais juste revenir sur, plusieurs petits points. Donc déjà, au niveau des règles, moi j'avais des règles très douloureux, pardon, quand j'étais, plus jeune. Et ma maman m'a menti en quelque sorte en me disant: «Oui, tu verras un premier enfant, après le premier enfant, tout va bien, tout va mieux». C'était pas du tout vrai pour moi, parce que j'ai dû faire un travail très intérieur, très à l'intérieur de moi. J'étais déjà dans le yoga, méditation et cetera quand j'ai eu ma 1re fille, et du coup, j'avais déjà accès à certains outils, on va dire, et certaines personnes aussi dans ma vie. Mais finalement, j'ai fait le travail toute seule, de acceptation de mon corps, de l'acceptation et l'accueil, donc le bienvenu de mon corps, de mes règles, de ces saignements, qui étaient tellement riches en vie finalement. Et le moment où j'ai commencé à accueillir tout ceci, à vraiment les apprécier et à dire: «Ah super!» J'ai eu moins mal, beaucoup moins mal, très peu mal même. Maintenant que je ne saigne plus, parce que ça aussi, c'est un moment et c'est tout un rituel, quand tu commences à saigner un peu moins, aléatoirement, et puis d'un coup, tu n'as plus de sang. Ça te fait très, très drôle au bout de tant d'années où tu es rythmé par ça, de ne plus avoir le saignement.
quand même d'avoir quelques mouvements hormonaux à ces mêmes périodes, hein, donc cycliquement, souvent avec des lunes, donc souvent c'est ça, ça devient ça, puisqu'on n'a plus vraiment les règles qui sortent, le sang qui sort. Et ça aussi, on n'en parle pas assez. Ces moments de deuil qu'il faut faire Tout à après fait. l'accouchement, et j'ai envie vraiment de Ouais, parler un petit peu de ça. Après l'accouchement, ce deuil de j'ai plus ce bébé dans mon ventre, comment j'accueille maintenant ce ventre. Les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, là, il y a un deuil aussi et une connexion à faire, hein, avec l'utérus, avec les ovaires, avec le bassin et le ventre, parce qu'il y en a beaucoup qui blâment leur corps, qui se sentent coupables aussi de cette partie de leur corps. Et la troisième partie, c'est cette partie ménopause. Je viens de regarder un super documentaire sur Arte sur la ménopause aussi. Et moi, j'ai un podcast en anglais qui s'appelle La pause ménopause et on aborde ces sujets aussi. Waouh, la chose qui m'a touchée et ma voisine pareillement qui l'a écouté, c'est presque la tristesse et le deuil dans la voix des femmes à cette période. Je ne suis bonne à rien, je suis rejetée, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai honte d'en parler. Et puis aussi cette coupure avec le sang, la coupure avec le bassin, au même temps que le bassin gonfle, prend du poids, s'exprime à la limite et fait, bon, voilà, maintenant que j'ai plus besoin de ça, je peux lâcher prise un petit peu et on change de forme quand on est dans cette phase. tout à fait. Alors, il y a 2 choses encore qui me viennent quand tu parles, de cela. Le je vais dire que ce soit après l'accouchement, donc après l'accouchement, ouais, parce qu'il y a une forme de deuil, et aussi à la périménopause et ménopause, vraiment dans cette période qui est longue et où en plus, pendant encore une fois des siècles et des siècles et des siècles, on a juste dit à la femme qu'elle était plus bonne à rien déjà quand elle arrêtait de saigner. Donc du coup, il y a cette fausse croyance qui est posée déjà et c'est au niveau cellulaire, hein. C'est, pour toutes les femmes. Eh bien, pour moi, en tant que femme, mais aussi du coup à travers aussi ma pratique, je vais te dire que je vais aborder ces choses-là de la même manière. Avant tout, c'est revenir à soi. La Ouais. ménopause, vous savez, on la prépare à partir le corps se prépare à la ménopause à partir de 35 ans. C'est ce qu'on dit en Ayurveda, hein. Donc le corps, il commence déjà à changer. Mais bien avant ça même, ça commence déjà à changer puisque c'est rien n'est constant, tout change tout le temps. Donc c'est une évolution, c'est un mouvement de vie comme tu dis et d'aimer, on n'est pas obligé de faire aimer les règles aux femmes et c'est vrai que c'est bien, on va vivre avec ça toute notre vie, soyons fiers d'avoir nos règles, de saigner comme cela, tout ce que ça peut apporter dans notre vie finalement, d'avoir nos règles. Mais c'est pas convénient dans la vie que l'on mène. Hem, Après pour, ce deuil alors ce qui va se passer après l'accouchement, c'est que c'est physiologique, c'est physique. Le bassin va s'élargir pour faire passer bébé et puis là, on va avoir et c'est la seule fois dans ma vie où j'ai senti cette odeur, on va sentir l'odeur de notre, paroi interne de notre utérus. On sent nos odeurs de règles, hein, et selon le sang, quand il est en contact avec l'air, l'odeur va changer. Mais là, on va sentir nos entrailles quand on accouche et le sang qui va couler plus tard, lorsque bon, d'abord, on va d'abord se nettoyer, hein, les lochies vont ça le va commencer les liquides vont continuer à couler et il y a une odeur très particulière et ça, c'est une odeur, c'est notre odeur, c'est l'odeur interne de notre corps. Ça, c'est déjà hallucinant Mmh. et donc ça, déjà, ça dégoûte parce que ça sent mauvais, mais ça sent mauvais, mauvais, qui a défini que ça sentait mauvais? Ça sent une odeur particulière, mais c'est l'odeur de notre C'est propre très corps. dense, je dirais, hein, c'est C'est très, ouais, très
riche. Et en fait, quand tu Ouais, arrives à la phase périménopause et tu commences à différentes femmes, différents sujets, moi, j'ai c'est pas le même. saigné de façon abondamment, Ouais, mais il y en a que c'est vraiment oui, l'hémorragie chaque mois, ou ouais, ouais, voire ouais, longuement. ouais, Il y a une odeur qui change à cette période. Et c'est comme si ton utérus, justement, est en train de se nettoyer complètement avant d'être exactement. vide. Mm. Et là, on parle de quoi? On parle d'un sens, on parle de l'odorat. Mm. Donc on a la vue, on a l'odorat, on a en fait, l'idée, de base encore une fois, je reprends cette idée de yoga thérapie, mais c'est cette intelligence émotionnelle et c'est de revenir à nos sens. Mm. Et nos sens, ils sont là pour nous aider à Mm. vivre dans ce monde. Mais Mm. la société a fait qu'on nous a coupés de nos sens et à Mm. nous dire: «Ça, Mm. c'est pas bien, ça sent mauvais, ça, c'est comme ça, les règles, c'est sale et du coup, faut se cacher» et cetera. Mm. Donc Mm. mon travail à moi et dans ma vie aussi, c'est de revenir: «OK, encore une fois, j'utilise un mot qui est pas top non plus, c'est normal. Mais je suis obligée pour contrebalancer le mot où ce n'est pas normal et me dire: «Attends, je reviens à l'essentiel, à ma verticalité, à ma vie, à qui je suis, à ma chair, à ce corps qui est mon hôte dans cette vie». Mm. Heu et voilà et c'est déjà de revenir et ça me ramène au moment présent et à l'acceptation de soi et donc encore une fois, comme on disait, à l'amour de soi-même et Mm. d'être fier. Donc en fait, pour moi, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est des kriyas. C'est une technique de nettoyage. Je vais nettoyer mon mental de ces fausses informations. Bon alors, j'en parlais, mais moi je travaille avec du shadow work. J'adore le shadow work, et là, encore plus dans ma vie en ce moment et heu et ça m'aide à ne pas laisser mon mental m'amener dans des il n'y a pas que le shadow work, il y a le yoga somatique et cetera, mais l'idée pour moi, c'est de ne pas laisser mon mental s'emballer et m'amener à l'extérieur de moi-même et du coup, c'est ce que j'essaye de faire avec les autres parce que sinon, on va tout penser et repenser et finalement, on s'éloigne du principal, c'est déjà de ce que l'on peut ressentir, du ressenti et Mm. pour être aligné, il faut pouvoir sentir et exprimer ce que l'on ressent, oui, mais ne pas, poser le négatif dessus et poser du positif. Donc la périménopause, c'est une période où on n'en parle pas assez, donc il y a pas assez d'éducation et comme je disais, pour moi, tout passe par l'éducation. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que l'on peut vivre? Et comme tu le disais, il peut y avoir beaucoup de saignements, moins de saignements, ça dépend des femmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que perso, j'ai créé un mandala lunaire que je t'enverrai. Ah, je l'avais envoyé pour les filles. Je te l'avais envoyé. Tu te rappelles? J'ai un mandala lunaire, il y a 2 mandalas. Il y en a un pour les femmes qui saignent et un pour les femmes qui ne saignent pas. Ne pas saigner, ça ne veut pas dire être en ménopause ou périménopause. Parfois, c'est le stress, parfois, c'est parce qu'on a voilà, par exemple, une pathologie. Parce qu'on est enceinte, parce qu'on vient d'accoucher, enfin, il y a plein de choses et du coup, c'est pour aider à se relier, comme tu le disais aussi, justement aux différentes lunes et pour voir comment on se sent et je crois qu'il faut faire passer avant tout le fait plutôt que de redonner encore plein d'informations, c'est revenir à soi et quelque part, c'est presque se pardonner parce que, encore une fois, dans cette société judéo-chrétienne, eh bien, on nous a posé cette honte un peu sur nous et cette honte et du coup aussi cette culpabilité et presque la culpabilité d'être une femme, de saigner, d'avoir ses règles dans la société, ce n'est pas normal. Donc se débarrasser de tout ça, la culpabilité, cette honte et du coup, ça nous fait revenir à nous et à quoi? Quand on fait ce nettoyage énergétique, hein, ces kriyas finalement, grâce au mudra, grâce à la respiration, grâce au mouvement, grâce à la relaxation, à l'apaisement finalement de notre mental et notre système nerveux, eh bien ça nous fait revenir à l'essentiel qui est simple et ça fait du coup que la magie opère et qu'on a notre intuition qui est tout d'un coup plus bokeh, quoi. Donc du coup, on sait que c'est bien. Mm. On sait que c'est bien pour nous et que c'est normal et du coup, on se prend plus la tête avec ce qu'on peut nous dire, nous faire croire et cetera. Donc voilà Mm. pour moi ce que je pratique dans ma vie en tout cas
Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, alors il y a toutes les émotions aussi, hein, dont on n'a pas parlé, pareil. Mais j'ai découvert ces dernières années aussi que finalement, bah, la solution pour moi, c'était revenir encore une fois à l'essentiel et de ne pas écouter tout ce qu'on me disait. Voilà Et et pour conclure, je te dirais que quand tu prends encore un peu d'années, hein, donc moi j'ai quelques années de plus que toi, de plus en plus, tu, tu n'en as rien à foutre de ce que les oui, autres pensent ou disent déjà. Donc, tu as une capacité de ignorer ou de même pas écouter, entendre, voir, etc., ce que les autres pensent de toi et, euh, et d'assumer de plus en plus qui tu es vraiment. Ça, c'est l'authenticité, super. Voilà, authentique. Et c'est le mot l'authenticité de l'année pour moi, authentique. dans tous les domaines de ta vie et il y a une sorte de puissance qui arrive, surtout si tu prépares plusieurs choses, hein, mais si tu prépares bien cette phase périménopause qui souvent arrive au moment où les enfants quittent le foyer. Donc, ça arrive au moment X ou Y comme ça, là, tu fais ah! OK, donc ça veut dire que le nid est vide, je suis livrée à moi-même, mais je ne sais pas qui je suis et en plus, je ne reconnais pas ce qui se passe dans mon corps. Mais si tu prépares et tu accueilles sans juger, sans peur, sans angoisse, parce que la sagesse que je peux partager, c'est que ça passe, tu Tout vois. passe. C'est une période, OK, plus ou moins longue, plus ou moins agréable, mais ça passe. Et le après, c'est juste le nec plus ultra parce que tu es vraiment dans ton authenticité, dans ta puissance de femme, je dirais la cinquantaine jusqu'à peut-être de nos jours plus vers les 65 ans, voire plus. C'est notre période de plus puissance ou de puissance plus, plus, plus. Et tu te rends compte comment ça a été renversé, en fait, dans la Mais société ou dans complètement, parce qu'on nous l'histoire? rejetait à partir de Ouais 35 ans. Ma et grand-mère me disait à partir de 30 ou 35 ans, tu ne pouvais plus porter de maillot de bain. Et moi, je regarde les mémés sur la plage en France. Beaucoup sont en deux pièces, maillot, avec leurs petits-enfants en train de jouer, etc. Je dis, ça m'a manqué dans mon éducation. J'ai pas eu, même ma maman se couvrait sur la plage, etc. J'ai pas eu ça. J'aurais aimé ça. Donc, c'est la mémé, c'est la grand-mère que je serai. Je vais assumer ce tout à rôle-là fait. pour Mmh la mh. matriarchie de ma lignage de femme dans ma famille, tu vois, je vais l'assumer ce rôle. Alia, est-ce que tu as un dernier mot que tu veux rajouter dans cette discussion qui pourrait durer des heures, des jours, etc. Mmh, je trouve que, la pratique alors, il y a plusieurs moyens de revenir dans son bassin, mais je trouve que la pratique du yoni mudra, elle est très chouette. De poser les mains au niveau du bas du ventre et simplement de respirer comme si on pouvait respirer dans les paumes de nos mains. Je pense que ça, c'est vraiment super parce que ça ramène de la proprioception, ça ramène de l'énergie, et une Hmm, chaleur, on le sent et vraiment je vous hmm, invite à vous reconnecter à votre bassin. L'énergie, oui, l'énergie féminine, la Shakti, hein, pour aller, rencontrer, Shiva. Elle sommeille dans le bassin et on l'éveille avec le mouvement, donc bouger le bassin hmm, et toute cette, pratique du yoga de la femme que l'on fait, on va beaucoup mobiliser le bassin. C'est la base de la pratique, c'est le cœur de la pratique, l'anatomie du bassin et les mouvements du bassin pour éveiller cette énergie. Pas que, hein, mais pour amener la vie quoi, tout simplement et bah, hmm, n'hésitez pas. Donc si vous dansez à la maison un petit peu chaque jour, déjà c'est bien. Chantez aussi, chantez, parce que les cordes vocales sont reliées au bassin. Libérez-vous déjà dans votre quotidien, amenez vos mains sur votre bassin
pendant que tu parlais, là, vers la fin, j'ai pensé à Agatha Christie, qui était une femme incroyable. Je vous invite à lire sa biographie, vous verrez. C'était une femme, voilà, c'était une championne de surf et cetera dans des années, une Bien femme avant son temps, hein, bien avant bien son avant temps. son temps, Ouais. et je me demande comment les femmes comme ça, elles vivaient justement leurs règles et leur corps. Elle a été avec, Mhm. je crois que son dernier mari avait 40 ans de moins qu'elle, un truc dans le genre, mais c'est fou quoi, à Ouais, cette ouais, époque-là. Et je me dis, voilà, ouais. dans l'histoire, il y a des femmes comme ça, et malheureusement, dans les recherches que je fais, eh ben, il n'y a pas beaucoup de traces sur ce dont on parle aujourd'hui, parce que c'était honteux. Mhm. Mais il faut savoir qu'il y a toujours eu des femmes qui ont vécu leur sexualité différemment, qui ont vécu Mhm. leur vie différemment. Heu et quand je dis différent, eh bien, aujourd'hui, ce différent, c'est peut-être notre normalité, c'est-à-dire vivre enfin qui nous sommes, voilà, Qui dans nous sommes. cette vie, Ouais, tout ouais. simplement, et comme Et tu disais, si jamais vous l'authenticité, écoutez, being ouais, authentique. exactement. Et si jamais vous vivez en France, ou vous avez l'opportunité de venir en France, surtout le sud de la France, la grotte de Sainte-Marie, qui se trouve à Sainte-Baume, a la forme d'un vagin. Donc, pour entrer dans la grotte, tu entres dans le vagin, en fait, quelque part. C'est une grotte où on dit que Mary Magdalene vivait, et en fait, je doute qu'elle vivait dans la grotte même, mais je pense bien qu'elle a passé beaucoup de temps dans les forêts plus bas, parce qu'il faut monter hein, dans la grotte, c'est tout en haut sur une mini-col, au milieu de nulle part. J'y suis allée l'année dernière, je vais y retourner ce mois d'octobre. C'est une sorte de pèlerinage que je fais. Et le chemin pour monter, déjà j'ai des frissons d'en parler maintenant, mais le chemin est très ancien. Tu sens l'énergie là-dedans. Et quand je l'ai fait l'année dernière, je me suis paumée en fait et j'ai trouvé un autre chemin et j'étais par-dessus la grotte. J'étais tout en haut du col. Il pleuvait des cordes, il y avait un vent qui arrivait comme ça. Et je dis, non, c'est pas là, il faut que je redescende en fait. Je suis redescendue comme si, et vraiment comme si je marchais dans les pieds de Mary Magdalene. Parce que je me disais, je savais qu'elle est arrivée par là. Tu vois, j'avais une espèce de waouh, elle a marché ici, elle est Ah, je descendue comprends. et elle a trouvé la grotte comme ça. Donc, il y avait une raison pourquoi je me suis paumée tout en haut de cette montagne par un temps pareil, parce qu'elle, pareillement, à mon avis, elle est arrivée pas comme ça, un peu perdue. C'est fou. Et quand tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, il y a beaucoup de monde qui monte là. Hein. C'est un vrai pèlerinage et c'est hyper fort énergétiquement parlant. Et tu arrives tout en haut, et c'est une basilique, une église qui est tenue depuis 2000 ans par des moines. Et tu arrives comme ça, c'est super bien maintenu, et tu entres dans la grotte. Donc, il y a une espèce de partie un peu mûre maintenant avec porte, mais la forme, c'est un vagin. Et tu entres là-dedans, dans cette grotte, ça coule de l'eau comme ça, il y a de la lumière des bougies seulement. Et tu arrives là et tu fais «Ah!» Et c'est comme si tu es à l'intérieur de la femme, tu vois, pour honorer justement le bassin, le vagin, le clitoris, les organes, le bassin, le ventre, etc. de la femme, de la vie, en fait, finalement. Je te conseille. Si tu rentres en Ça France, il faut que marche, tu ailles là. ça marche. Merci. Merci, Alia. Je te remercie Merci, infiniment pour tout ton temps aujourd'hui. Euh, J'espère que vous merci allez à toi. découvrir vraiment, si tu étais plus près, je sens qu'on prendra le café très régulièrement, mais ça risque de durer. Café vers thé de l'après-midi. Des gros bisous, ma chérie. Merci infiniment. Bisous, merci Charlotte. Merci, bisous.